Au départ, je suis venu au jardin pour faire mon petit tour quotidien, pour voir comment se comportent les salades, la mâche, les épinards, et puis en profiter pour récolter 4 ou 5 carottes et 2 ou 3 poireaux pour la soupe de ce soir. Et puis je me suis dit que ce serait peut-être la bonne occasion de vous faire participer à une transition en démarrant la vidéo d'ici, de mon potager que vous connaissez tous depuis de nombreuses années, pour aller vers mon nouveau terrain de jeu. Mais avant tout ça, j'aimerais prendre 10 secondes pour vous souhaiter une bonne saison 2022 au potager, en espérant qu'elle soit meilleure que 2021. En même temps, ça devrait pas être difficile de faire mieux. D'ailleurs, en parlant de légumes qui n'ont pas bien réussi en 2021 ou de légumes dont les résultats n'ont pas été probants, on peut rajouter sur la longue liste les choux de Bruxelles. Ils viennent de passer 7 mois en terre en ayant subi une météo particulièrement pourrie. Et on le voit ici, les choux ne se sont pas du tout développés. Ils sont tous restés petits. D'ailleurs, depuis que j'en cultive, c'est bien la première fois que je vois des choux de Bruxelles aussi minuscules. En tout cas, il y a sûrement quelque chose qui leur a déplu. Maintenant, si j'annonce que c'est à cause d'une mauvaise météo, c'est surtout une déduction logique. Depuis novembre, un bon nombre de choux se sont ouverts comme s'ils voulaient fleurir alors que c'est pas du tout la bonne période. On peut donc en déduire que la plante a subi un gros stress. Et sur cet exemplaire, on pourrait presque croire à une anomalie génétique ou à une tare, tellement le stress a fait de dégâts. Le pied a grandi jusqu'à 1,60 m, ce qui n'est pas normal du tout. Sur les 50 premiers centimètres, on a des embryons de choux qui n'ont jamais grossi. Et en plus, ils sont très distants les uns des autres alors qu'ils auraient dû pousser en grappe. Et si on remonte jusqu'en haut du plan, on retrouve ici aussi des choux complètement ouverts, ce qui est une pure perte pour le jardinier, vu qu'ils ne sont pas récoltables en l'état. Comme je ne vois plus d'évolution, les choux ne grossissant plus depuis plus d'un mois, j'essaye de sauver ce que je peux, et donc je décide de tout récolter. Alors à part récolter les derniers légumes, le mois de janvier est bien triste. Il n'y a pas grand-chose à faire au potager. Ça fait environ un mois qu'on est rentré dans l'hiver, le mois de janvier étant statistiquement le mois le plus froid de l'année. Même si les jours commencent à rallonger un tout petit peu, c'est pas moi qui vais vous conseiller de vous enflammer à faire des semis. Vous pouvez toujours sortir votre paquet de graines de salade et en semer quelques-unes, mais si vous voulez un sage conseil, pour tous les autres semis, attendez au moins début février, surtout si vous n'êtes pas équipé de chauffage et de lampes. Allez, comme promis, je vous emmène faire un petit voyage de 2,5 km et on va voir si là-bas l'herbe est plus verte. Changement radical de décor. On passe du petit potager familial de 20 mètres par 10 à une parcelle qui fait un peu plus de 8000 mètres carrés. Comme vous allez le voir sur l'incrustation, le terrain n'a pas une forme régulière, ni même une forme géométrique définie. On se retrouve donc avec des mensurations un peu spéciales, de l'entrée qui est derrière moi à la clôture qui est devant les habitations que vous voyez au fond. On a une longueur de 200 mètres. Le terrain est délimité à droite par la route et à gauche par un petit cours d'eau. Et c'est ce ruisseau, matérialisé en bleu sur la photo, qui confère à cette parcelle cette découpe particulière et qui lui donne ainsi des largeurs qui varient de 8-10 mètres à l'entrée à 80 mètres tout au fond. Et au point de vue de l'orientation, c'est plutôt bien exposé puisque la longueur du terrain est dans l'axe nord-sud. Dernière petite précision, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes mi-janvier 2022. Je ne suis pas encore passé devant le notaire, ce qui fait que je ne suis toujours pas officiellement propriétaire de ce terrain. Au bout de 80 mètres de marche, on commence à voir les premières plantations de l'actuel propriétaire. Ici, 2 arbres, un noyer et un pin. Au point de vue financier, 1 hectare de prairie dans le sud de la Dordogne, dans le Bergeracois, vaut entre 5000 et 6500 euros. J'ai 8200 mètres carrés. Vous ferez vous-même le calcul de combien ça m'a coûté. À ça, il ne faut surtout pas oublier de rajouter les frais de notaire qui s'élèvent quand même à un peu plus de 1000 euros.
On se rapproche tout doucement de la partie exploitée. Vous allez voir que le propriétaire a accumulé durant toutes ces années beaucoup de choses, des choses pas toujours reluisantes, mais il s'est engagé à faire un bon nettoyage avant qu'on passe chez le notaire. Alors en fait, je n'ai pas acheté qu'une simple prairie. Le propriétaire a effectué des plantations d'arbres échelonnées sur plusieurs années. Malheureusement, je n'ai pas pu retenir toutes les variétés ni toutes les essences qu'il m'a dit avoir plantées sur cette bande, mais par ici, vers le fond de la parcelle, je sais qu'il y a du chêne vert et du chêne truffier. Et puis, en fond de parcelle, une bande de terre d'environ 35 mètres par 6, complètement labourée, qui a servi à la culture de la pomme de terre pour la saison 2021. Le monsieur étant âgé de 80 ans, il a utilisé un outil mécanique pour la récolte. Comme je vous le disais, beaucoup d'arbres ont été plantés. Ici, en plein milieu du terrain, on a un jeune cerisier un peu esselé. Et puis à une quinzaine de mètres de ce cerisier commence une double rangée de fruitiers. Alors, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y a dans le détail, mais je suis sûr qu'il y a de l'amandier, du pommier, du poirier. Là, je suis au fond de la parcelle, mais côté cours d'eau, et au moment où je vous parle, le tunnel que vous avez à l'écran, plus celui qui est au fond là-bas, devrait être démonté et récupéré par le propriétaire. Pas tout à fait au centre du terrain, il y a aussi une réserve d'eau qui a été réalisée très sommairement en creusant avec une pelleteuse un trou de 6 mètres de long, 1 mètre de large et 2 mètres de profond. Le tout rendu étanche, comme on peut le voir, par la pose d'une bâche agricole qui sert habituellement à couvrir les abris tunnels. C'est vrai qu'au point de vue du design, c'est pas ce qu'on fait de plus joli, mais moi je vois surtout 12 mètres cubes d'eau stockée qui me rendront bien service pour arroser. La seule chose qui m'a fait hésiter à acheter ce terrain, c'est que le propriétaire avait émis une condition, et cette condition, c'était la suivante. Celui ou celle qui achète le terrain achète aussi du matériel mécanisé présent sur la parcelle dont il n'avait plus l'utilité. Et dans le cas présent, ce matériel mécanisé n'est autre qu'un micro-tracteur et ses accessoires. Alors c'est pas que ce soit un mauvais investissement en lui-même, c'est juste que pour moi qui veux m'installer en non-travail du sol, je ne lui trouve pas d'utilité immédiate. Je n'y connais pas grand-chose en machinerie agricole, mais ce que je sais de ce petit tracteur japonais, c'est que c'est du matériel très fiable et très costaud. Plusieurs outils qui s'attellent derrière le petit tracteur m'ont été vendus dans ce lot. Je n'y connais pas grand-chose, mais reprenez-moi si je dis des conneries, mais il me semble que cet outil s'appelle un cultivateur. Un petit peu plus loin, sous une bâche, un outil pratiquement neuf qu'on appelle rotavator, qui sert à affiner la terre en surface. À mon avis, il y a fort à parier pour que je ne me serve jamais de cet engin. Juste à côté, à quelques mètres, on a un outil qui pourrait me rendre des services pour transporter des choses un peu lourdes. La petite bennette. Ici, des pièces détachées de la charrue qui est un petit peu plus loin. Ici, le balai ramasseur, pratique quand on veut récupérer la tonte de pelouse. Il envoie directement dans un bac récupérateur que j'ai et qui est sous la serre. Ici, on a le châssis de la charrue, encore un engin dont je ne me servirai pas. Et là, sur palette et sous bâche, presque neuf, un plateau de tonte. Au final, l'achat de tout ce matériel m'a fait sortir un bon billet que j'aurais préféré investir dans du matériel dont j'ai l'utilité et le besoin. Mais bon, à la longue, je verrai bien si je m'en sers ou pas.
auquel cas je n'aurai aucun remords à tout revendre et ainsi récupérer tout mon argent investi. Pour finir, vu que j'ai l'accord du propriétaire pour pouvoir investir les lieux avant la signature chez le notaire, la première chose que j'ai faite, c'est de passer un petit coup de grelinette sur une vingtaine de mètres carrés. J'ai tout désherbé, j'ai délimité 4 planches de culture et j'ai pu mettre en terre tous mes aliacés, c'est-à-dire l'ail blanc, l'ail violet, l'ail rocambole, l'ail éléphant, l'échalote, l'oignon jaune, l'oignon blanc et l'oignon rouge. Et comme à mon habitude, j'ai paillé les 4 planches avec une bonne couche de foin. Voilà, les présentations sont faites, le décor est posé. J'espère vous avoir donné toutes les infos qui vous donneront l'envie de me suivre dans cette nouvelle aventure. Je vous rappelle que l'achat de ce terrain est motivé par l'unique but de monter une entreprise de maraîchage sur petite surface. Bien sûr, je continuerai à faire des vidéos au potager familial, mais l'essentiel se passera ici, et donc je vais essayer de vous faire voir comment je fais évoluer cette petite structure maraîchère en partant de presque rien et sans grand investissement financier. Alors pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous voulez me suivre dans cette nouvelle tranche de vie, c'est le bon moment pour vous abonner. On se quitte sur ces belles images du cours d'eau qui borde mon terrain, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.